Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Clémentine Sarlat. Vous pourrez évidemment la retrouver via son podcast La Matrescence, que certains, ou en tout cas certaines d'entre vous, doivent connaître. Si vous ne connaissez pas encore Clémentine, voici quelques mots sur sa bio. Clémentine est journaliste sportive française spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis. Toutefois, elle décide de quitter France Télé pour des raisons que nous évoquerons d'ailleurs durant l'épisode et change complètement de vie. Va vivre à Bordeaux et devient son propre patron. Aujourd'hui, elle vit de son podcast La Matrescence, ce qui est très rare pour les podcasteurs, qui traite de la période d'ambivalente transition de la femme adolescente vers la maternité. D'abord, messieurs, ne prenez pas peur, cet épisode n'est pas dédié aux femmes uniquement, je vous rassure, loin s'en faut, car l'expérience de Clem dans le monde du sport, puis avec son passage au statut d'indépendant, est loin d'être genrée. Avec Clem, on a discuté de sa passion pour le journalisme, de la difficulté de s'imposer dans un milieu assez fermé et surtout constitué d'experts. Nous avons aussi abordé sa décision de partir vivre à Bordeaux, loin de l'ébullition parisienne, ou encore de comment un an d'expatriation aux US avait complètement changé sa vie, lui avait ouvert des portes. Enfin, nous avons bien entendu parler podcast, un sujet qui nous rapproche toutes les deux et sur lequel elle avait de nombreux conseils à vous dévoiler. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Sarlat. Salut Clémentine, je suis ravie de t'accueillir sur le Gratin. Salut Pauline, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente aussi. Ça fait un moment en plus que j'y songe, donc tu vois, mes rêves sont en train de devenir des réalités. Et alors j'avais prévu une question pour toi, mais comme on a discuté un petit peu là juste avant de commencer, finalement je me suis dit que j'avais une bien meilleure question. Qui était au sujet du fait que tu habites à Bordeaux maintenant. Et je pense que là, suite à tout ce qui s'est passé dans le monde, confinement, etc., ça va parler à beaucoup de personnes d'avoir un petit peu ton point de vue sur le fait de pas forcément habiter à Paris. Donc Bordeaux étant quand même une grande ville, voilà. Mais en gros, toi, tu t'as organisé ta vie de telle sorte que tu fais aussi pas mal de déplacements quand tu peux. Et donc en fait, je voulais, si ça te va, commencer par là, du coup, parce que après, on va parler pas mal de toute ta carrière et faire un espèce de, on va rebrousser chemin pour comprendre tes débuts et comment t'es arrivée à devenir indépendante. Mais est-ce que tu pourrais du coup commencer par m'expliquer ce grand changement de vie, ce départ à Bordeaux. Est-ce que t'as eu peur? Comment est-ce que ça s'est organisé? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est bon, il faut que je le fasse ». En fait, donc j'ai grandi à Bordeaux, donc déjà j'ai tous mes repères, mes attaches ici. Et j'ai la chance d'avoir rencontré mon amoureux, rien à voir avec Bordeaux, mais dont lui aussi, il vient de Bordeaux. Donc déjà, on était sur la même longueur d'onde tous les deux. Mais j'ai vécu à peu près 10 ans à Paris pour le travail. Parce que quand on travaille dans les médias, dans les grands médias, on n'a pas tellement le choix que d'être à Paris. Et ça m'allait tant que j'avais la vingtaine et que j'avais la tête dans le guidon. Et puis, ça me trottait dans la tête depuis très longtemps de revenir à Bordeaux, mais j'avais pas trouvé la solution. Et en 2017, il y a la LGV qui est arrivée à Bordeaux. Ça a pas beaucoup plu aux Bordelais parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus. C'est clair. Mais du coup, ça a été un paramètre de me dire, OK, bon, déjà, 2 heures de train, c'est pas pareil qu'avant. C'est 2 heures maintenant. Voilà, avant c'est 2h05 précisément. Avant c'était 3h40 parfois, 3h, 3h30. Donc là c'est pas le même quotidien. Et puis j'ai eu ma fille à ce moment-là et en fait en étant enceinte, il y a quelque chose d'animal qui se développe en soi. C'était pour moi hors de question de l'élever à Paris en fait. Je me voyais pas, j'y arrivais pas. C'était pas possible. Et du coup, on en a beaucoup discuté avec mon conjoint. Enfin, ça n'a pas duré longtemps parce que lui, de toute façon, il supportait plus Paris. Depuis longtemps, il voulait repartir à Bordeaux. Et donc, on a dit, vas-y, au moins le temps de mon congé maternité, on fait le grand saut. Et puis, on verra après. Et on n'a jamais vu. C'est intéressant. Parce que du coup, je me permets de t'attendre. C'est-à-dire que vous avez un peu testé, vous n'avez pas... Vous n'avez pas non plus fait, ok, c'est bon, on change de vie. Non, on n'a pas rendu notre appart, tu vois, on l'a sous-loué, on l'a sous-loué, je devrais pas le dire, mais c'est vrai. Et on a loué une maison en attendant mon accouchement, mon congé mat. Et puis ça a été assez rapidement évident que c'est pas possible, on retournerait pas à Paris. Et c'est marrant parce que dans la démarche de partir à Bordeaux,
ça m'a fait flipper, évidemment, parce que je travaille toujours à Paris. J'ai beaucoup cherché sur Internet des femmes qui avaient ce rythme-là, tu vois, avec des enfants, parce que c'est quand même particulier. Et donc, j'étais tombée sur le site de Mathilde Lacombe qui parlait beaucoup de ses allers-retours avec Reims. Et ça m'avait vachement inspirée. Je lui avais envoyé un message d'ailleurs à l'époque pour lui dire que grâce à elle, je m'étais lancée et tout. Elle m'avait répondu hyper gentiment. Et je m'étais dit, bon, si elle l'a fait, je crois que je peux le faire. Et puis, en fait, bon, c'était vraiment au fond de moi. Et alors là, avec le confinement, je peux te dire que je ne regrette pas du tout. Tu m'étonnes. Pour avoir passé 2 mois à Paris, je peux te dire que je regardais de temps en temps ton compte Instagram en me disant, bon, il y en a qui ont un petit peu plus de verdure. Mais c'est vrai, je n'ai pas de mal à le dire qu'on est des privilégiés à ne pas avoir été à Paris à ce moment-là. Je compatis et je comprends les gens qui ont fait le chemin inverse et qui sont partis pendant le confinement. Je leur en veux pas. Enfin, il y a un moment, être enfermé sans verdure, c'est pas humain, c'est pas ça la nature. C'est pas ça notre ADN, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il y a Mathilde effectivement qui a un exemple inspirant, mais aussi du coup, tu t'as pris sa suite et donc on peut voir que avoir des enfants, même être enceinte, parce que là actuellement, si je me trompe pas, c'est le cas. Félicitations d'ailleurs. Merci. C'est possible, tu vois, d'organiser finalement sa vie personnelle et sa vie professionnelle de telle sorte que elles sont un petit peu plus équilibrées que juste à 400% le pro et que finalement, je pense que tout ça fait la boucle avec ce qui s'est passé sur ces derniers mois où je pense que beaucoup de personnes ont vécu les joies du confinement à la campagne finalement et se rendent compte que s'ils pouvaient continuer à faire des allers-retours avec Paris, finalement ils seraient assez contents ou avec d'autres villes peut-être. Mais je suis d'accord avec toi, par contre je précise juste un truc, c'est que ça a été très difficile à gérer tant que j'étais salariée parce qu'on m'imposait un rythme de travail. Et que on en parlera peut-être après, mais que je suis partie et franchement maintenant que je suis indépendante, il y a des mois je fais plus parfois d'aller-retour qu'avant, mais c'est pas du tout la même façon de voir les choses quand tu le fais pour toi. Tu t'organises comme tu as envie en fonction de ton enfant et voilà, c'est plus difficile je trouve dans le salariat quand la boîte est pas assez flexible. Bien sûr. Et en fonction de ton poste que quand tu es indépendant et que tu choisis ton rythme de travail. À l'époque, du coup, tu faisais 1 fois par semaine l'aller-retour quand tu étais salarié? Alors, au tout début, je faisais quasi tous les jours et je dormais 1 seule nuit par semaine là-bas. Et après, j'ai changé de poste et j'ai été obligée de dormir 3-4 jours par semaine là-bas. Là, c'était très dur parce que ça voulait dire que j'étais plus à la maison. Et ça, par contre, c'était compliqué. Mais en même temps, de faire les allers-retours, c'était fatigant. Donc, on va dire qu'en postpartum, c'est pas tout à fait le truc le plus idéal que j'ai fait. Clair. Je le vois bien avec le recul maintenant, je suis beaucoup plus à même à voyager plus et ça me fatigue moins. Mais c'est surtout que finalement, ça m'a permis de réorganiser ma vie, en fait, de faire ce saut dans l'inconnu, de repartir à Bordeaux. Ce qui était sûr, c'est que je voulais pas revenir à Paris. Et après, j'ai ajusté ma vie professionnelle avec ça aussi. Complètement. Bon écoute, tu me fais une super transition parce que je veux évidemment revenir sur ta carrière et notamment sur tes débuts. J'ai lu plein de choses sur toi, mais je voulais que tu me réexpliques ou peut-être à notre audience aussi comment t'es tombée finalement dans le milieu du sport et si tu te rappelles notamment s'il y a eu un peu un moment de déclic ou un moment où tu t'es dit c'est pas juste un truc que j'aime bien le sport, mais j'ai vraiment envie de bosser dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a eu un peu un moment déclic? Oui, il y a eu un moment déclic, mais j'avais 11 ans. Quoi. C'est ça qui est dingue. Donc, c'était il y a longtemps. J'ai toujours baigné dans le sport, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours suivi mon père un peu partout. Je dis ça parce que juste ma petite sœur n'est pas du tout sportive, elle aimait pas ça, donc c'était vraiment mon truc avec mon père. Et vers 11 ans, mon père regarde beaucoup la télé, le sport à la télé, et je voyais à la télé les gens qui interviewaient. Et moi, je voulais pas commenter. Je voulais être la personne qui interviewe les athlètes, les sportifs. Et ça me faisait rêver. Et j'étais quelqu'un qui est très curieuse, qui parlait beaucoup et qui pose tout le temps des questions. Et j'ai dit à mon père, je veux faire ça. Et j'ai dit à mes parents, je sais que je veux être sur le terrain. Et je m'étais même pas posé la question que j'étais une fille et qu'il y avait pas de filles à la télé. Enfin, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, en fait. Donc, j'avais 11 ans. Et après, ça a mis plus de temps à cheminer parce que j'avais pas envie de faire ça tout de suite de cette manière-là, faire un truc formaté d'école de journalisme. Je voulais faire d'autres choses avant. Mais à 11 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Ça, c'était clair. C'est dingue. Donc, moi qui pose souvent la question de qu'est-ce que tu rêvais de faire petite, en fait, c'était ça, quoi. Tu savais que c'est rare, tu vois, quand je pose la question, c'est très rarement la réponse est la même que la réalité. Toi, c'est quand même assez dingue, finalement. T'as suivi ton rêve de petite fille. Ouais, mais regarde, elle change aussi maintenant, ma réalité, donc finalement. Hein. C'est vrai.
Et du coup, en fait, tu disais, c'était intéressant à l'instant que finalement, tu n'avais pas suivi forcément, tu n'avais pas commencé par suivre la voie classique. Tu pourrais m'en dire plus? Qu'est-ce qui te dérangeait déjà peut-être dans la voie classique, et puis qu'est-ce que tu as fait du coup? Je sais pas, je suis pas très quelqu'un de formaté, c'est pas trop mon caractère, j'ai pas été élevée comme ça non plus. Mon père est journaliste, je précise, et il a pas fait d'école de journalisme, mais c'était l'expérience sur le tas. Alors à l'époque, c'était encore clairement possible de faire ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué si on n'a pas le diplôme. Et moi, ce que je voulais, c'était voyager, parler plusieurs langues. Donc, je suis à 14 ans, j'ai saoulé mes parents, t'imagines même pas, pour partir aux États-Unis, faire une année à l'étranger et en high school et partager la vie d'un lycéen, enfin, être comme un lycéen américain ou une lycéenne américaine. Ça devait être assez dingue hein, quand même, parce franchement, que être projeté... c'est la plus belle expérience de ma vie. Enfin, je fais partie de l'association, au conseil d'administration de l'association avec laquelle je suis partie, PIE France. Mais j'encourage tout le monde à le faire. C'est juste incroyable comme expérience. Ça a changé ma vie. Franchement, ça a changé ma vie de A à Z. Donc, je veux pas te poser de questions dessus, mais si ça te met la malaise surtout. Mais qu'est-ce que, enfin, je veux dire, peut-être, je pense qu'il y a plein de parents qui se disent, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant pour mes enfants. Mais qu'est-ce que tu dis, ça a changé ta vie? C'est peut-être pas facile de dire, mais qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur toi, sur le monde, sur les différences peut-être entre les Français et les Américains? Bah alors c'est drôle parce que je vais te dire que c'était la plus belle expérience de ma vie et je vais aussi te dire que c'est l'année la plus difficile de ma vie parce que t'es catapulté à 17 ans aux États-Unis où t'as vraiment la sensation, on est en 2006 à l'époque où je crois très fortement connaître par cœur la culture américaine parce que je mangeais McDo, je regardais la télé, les séries américaines et j'écoutais leur musique. Et en fait, tu te rends compte que non, pas du tout, quoi. Les différences culturelles, elles sont là, elles existent. Et ça a été très dur pour moi de passer le cliché que j'avais en tête et de vivre la vie américaine telle qu'elle était. Et pourtant, hein, je suis tombée dans une famille extrêmement riche qu'on voit dans les séries, avec des maisons à 10 millions de dollars. J'étais dans un lycée privé. Alors, c'était ça aussi qui était très difficile. J'étais dans un lycée privé excellent, exceptionnel dans la façon d'aborder l'éducation, mais rempli d'adolescents plus riches les uns que les autres et assez insupportables parfois. Et donc, je me suis aussi rendu compte que la valeur de l'argent, c'était quelque chose d'important et que je viens d'un milieu aisé sans difficulté. Mais là, on parle des gens qui sont milliardaires. Ouais. Et je me suis dit, mais jamais je veux ça, c'est horrible. Ils sont horribles, les élèves. Enfin, il y a des gens géniaux, hein, je ne dis pas ça, mais quand même. Et moi, j'étais tout le temps renvoyée dans les discussions de la part des Américains. Ah, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es européenne. Ah, j'étais pas française, j'étais européenne. Et j'ai vécu une partie bizarre de ce que c'est moi, la blanche blonde qui a jamais vécu de racisme de sa vie. Bah là, je le ressentais un peu quand même avec les Américains, de dire j'ai pas mon mot à dire parce que je fais pas partie de leur clan, tu vois. Et c'est très bizarre comme sensation. C'est hyper frustrant et ça, je comprends la rage des gens à cause du racisme à 1% parce que je ressentirai jamais ce qu'ils peuvent ressentir, mais je me suis vue ressentir ce racisme. Je me disais, mais c'est pas possible en fait. Moi, je viens là pour partager une expérience, j'adore, c'est génial. Et pourquoi on me renvoie au fait que je suis différente? Et ça m'a beaucoup marqué en fait. Et je pense que ça fait du bien de l'expérimenter parce qu'on a plus de compassion pour les autres après. Ouais, et puis enfin, je sais pas. Alors là, je vais faire de la psychologie de très bas étage, mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, t'as été, on le sait, journaliste dans le milieu du sport et notamment très impliqué sur tout ce qui est journalisme sportif dans le domaine du rugby, qui est pas un secteur particulièrement féminin quand même. Et je me dis, finalement, la différence, tu l'avais déjà vécu, tu savais ce que c'était. Ça a peut-être été aussi finalement presque une aide plus tard. Tu vois, je pense que d'autres personnes l'auraient peut-être encore moins bien vécu, quoi. Je sais pas si ça a été une aide. J'avoue, j'ai jamais ressenti comme ça. Ce qui a été une aide, en revanche, dans mon parcours professionnel, c'est le fait que je sois bilingue anglais. Alors ça, par contre, ça a été c'est pour ça que je dis que ça a changé ma vie cette année aux États-Unis, parce que dans le milieu dans lequel je travaille, il y a très peu de gens et journalistes qui sont bilingues anglais, et je suis aussi espagnole, et que ça a été un atout majeur pour pouvoir m'embaucher en fait. Et puis bon, juste l'expérience de vivre loin de tes parents pendant un an, faire autre chose et découvrir le monde, c'est magnifique. Ouais, et sûr. Tu vois, ma famille américaine, c'est ma famille. C'était il y a 15 ans. Et je les vois toujours. Enfin, on s'écrit toutes les semaines. C'est des gens qui feront partie de ma vie tout le temps. C'est top. Et donc tu fais ça et tu finis par rentrer en France. Et donc là, comme tu as un peu ta vocation journalistique déjà bien en place, si j'ai bien compris, en fait, t'enchaînes avec quand même des études de journalisme. Alors, pas tout de suite, parce que justement, encore une fois, je me dis, non, je veux pas aller en école de journalisme. Je tente Sciences Po, je me fais recaler. Je me souviens, tu sais, que je fais un test d'anglais
Donc, je venais des États-Unis. Hein, donc, pour moi, c'était clair et net. Je parlais anglais sans souci. J'ai 5. Non, mais je te jure, à mon test de Sciences Po, je disais, c'est pas possible. Ils sont complètement cons, en fait. Bon, bref, et je me dis en fait non, ça c'est pas fait pour moi, ces trucs là je vais pas y arriver, donc je vais à la fac d'histoire. J'adorais l'histoire géo, et aussi avec l'idée de me dire je vais refaire une année Erasmus pour aller en Espagne, parce que je veux encore revivre une expérience comme ça, c'était génial. Donc j'ai fait 3 années de licence. D'accord. Et ensuite j'ai fait un master de journalisme, mais je l'ai voulu le faire en alternance. C'était vraiment important pour moi de le faire en alternance. Je voulais, j'avais beaucoup travaillé avant pendant mes études sur les événements sportifs, sur plein de choses. J'avais pas du tout envie de passer des heures devant un bureau et des profs qui me font la leçon. J'avais besoin d'expérience, de concret. Donc, j'ai fait mon master à l'IPJ pendant 2 ans en alternance au service des sports de France 2. Et donc, du coup, ensuite, t'enchaînes avec la première expérience, si je me trompe pas, chez Télématin. Et puis, je sais pas si c'était la première, mais en tout cas, une qui t'a... ouais. Voilà, qui t'a bien fait connaître. Et ensuite, une carrière quand même assez longue chez France Télé. Je voulais revenir, si ça te va, sur donc la spécialisation dans le monde du sport, mais pour parler assez simplement aussi de toi en tant que journaliste femme dans le monde du sport, ce qui est pas un truc hyper commun. Est-ce que c'était une décision consciente pour toi d'être l'une des seules femmes dans ce secteur très masculin, ou en fait ça arrivait complètement par hasard, parce que comme tu le disais au début, finalement, t'aimais juste le sport et tu t'es pas posé la question et t'as même pas pensé au fait que t'étais une femme. Est-ce que t'as, du coup, je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais est-ce que aussi ça a été un moyen de te différencier? Je voulais juste avoir ton point de vue sur ce sujet pour peut-être d'autres personnes qui sont des femmes justement dans les secteurs masculins. En gros, astuces, qu'est-ce que ton ressenti sur le sujet? En fait, je pense, un de mes atouts, c'est que je suis arrivée sans me dire je suis une femme, ça va être difficile, je suis différente. Et ça, je le dois beaucoup à mes parents qui m'ont élevée de cette manière-là, où ça n'a jamais été en fait une question, que je sois une femme ou quoi que ce soit. Et qu'on m'a toujours expliqué depuis que je suis petite que j'ai autant de valeur qu'un homme et que ça ne pose pas de problème. Donc quand je suis arrivée dans ce milieu, moi j'y suis arrivée juste parce que j'aimais ça en fait. Pas parce que je me suis dit il y a une porte ouverte là pour les femmes, allons-y. Parce que je suis quand même arrivée dans une décennie où les télés commençaient vraiment à s'ouvrir et à mettre plus de femmes, en tout cas à l'antenne. Et ça a aussi le double problème, parce que on le sait toutes, quand on est une vitrine, ça ne veut pas forcément dire que derrière, c'est acquis, l'égalité. Mais donc, quand je suis arrivée dans ce milieu-là à 22 ans, j'avais travaillé sur des très gros événements, la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, sur Roland-Garros, où dans le secteur dans lequel je bossais, sur l'organisation des médias, il n'y avait pas de problème que je sois une femme. On était autant de femmes que d'hommes. Et par contre, une fois que je suis rentrée dans ce milieu, là, j'avoue, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, ok, bon, alors déjà, je suis très jeune et en fait, il y a 95% d'hommes. Ok, bon, ça va le faire, c'est pas grave, parce que j'ai été élevée par un père qui est très féministe, je me suis rendu compte après, en fait. Donc, j'avais pas la sensation que ce serait vraiment un problème. Et puis, c'est au fur et à mesure, tu te rends compte, waouh, ok, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'on te dit, on va te mettre en avant parce que t'es une femme. Mais on va aussi bien te faire comprendre que t'es là parce que t'es une femme et t'as pas forcément les compétences, mais on s'en fout. Et ça te rentre dans la tête. Et ce syndrome de l'imposteur, je pense que malheureusement, on est beaucoup à le ressentir. Et je dis pas que les hommes sont étrangers à ce syndrome, mais quand même, nous, c'est un peu plus imprégné en nous, je pense. Et j'avais jamais ressenti ça avant. Et dans ce milieu, je me suis pris une grosse claque quand même, parce que oui, je l'ai ressenti. Alors, tu fais bonne figure, tu t'avances et tu fais ton chemin et tu fais ce que tu peux, mais ça n'empêche pas que j'ai ressenti beaucoup de honte au cours de ma carrière, honte de ne pas savoir certaines choses, honte de ne pas être assez rapide sur certains trucs, honte de ne pas avoir autant de culture. Mais après, j'avais que 22 ans aussi. Donc, tu vois, il y a dans mon service, il y a des mecs qui étaient là depuis 35 ans. Donc, déjà plus long que ma vie à moi, qui avaient vécu plein d'autres choses et qui connaissaient par cœur certains événements où moi, j'étais trop petite, de toute façon. Et on te juge beaucoup sur ta culture dans le sport, alors qu'il n'y a pas que ça dans le journalisme. Moi, par exemple, je sais que je suis une bonne intervieweuse, mais parce que j'ai des qualités pour ça. Et c'est pas donné à tout le monde et je serais pas une bonne commentatrice. Mais sauf que c'est pas un milieu qui met en valeur tes qualités, on va dire. Mais ça, c'est assez structurel de la France aussi dans le management. Tu dois le savoir mieux que moi. Voilà. Et moi, j'avais du mal avec ça.
Et c'est intéressant et je trouve ça très intéressant en fait que finalement le syndrome de l'imposteur soit arrivé avec un peu ces remarques et honnêtement je visualise très très bien et je pense que beaucoup de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, peuvent se reconnaître dans les petites phrases un peu assassines qui font qu'en fait t'as l'impression d'être là pour les mauvaises raisons. Ouais. Est-ce que t'as des astuces? Est-ce que parce que je sais pas si t'as réussi à t'en sortir un petit peu, en général on l'a toujours un peu, mais est-ce que il y a des choses qui t'ont aidé justement pour essayer de pas écouter en fait ces choses-là, pour continuer à aller de l'avant? Est-ce que ça a été finalement ça aussi qui a fait que t'as fini par quitter France Télé et créer ton propre métier? Comment est-ce que t'as fait pour essayer de te sortir de ce sentiment qui est quand même assez désagréable de honte et de syndrome de l'imposteur? Au début, tu serres les dents et de toute façon, t'es jeune, t'as rien prouvé, donc tu dis pas grand-chose. Et je sais que je me taisais beaucoup sur les remarques sexistes et c'était pas mon caractère à la base. Je suis plutôt quelqu'un qui rentre dedans et qui s'en fout, mais là, c'était un peu dur. Il y avait vraiment beaucoup d'hommes, donc c'est pas facile de faire sa place. Et je sais pas si j'ai des astuces, mais après, au bout d'un moment, j'ai pris confiance et j'ai commencé à dire stop, ce genre de remarques, pas forcément sur moi, mais tu vois, c'est plus aussi les remarques sur les femmes en général, qui sont pas adressées à moi, mais qui sont adressées à la gente féminine, donc ça m'inclut quand même. Ouais. Et à un moment, j'ai dit stop, en fait, j'ai plus envie d'entendre parler des femmes de cette manière-là autour de moi, ça me dégoûte. Non, toutes les femmes ne sont pas vénales, non, toutes les femmes ne cherchent pas enfin bon, tu vois, des trucs sexuels et tout. Ça, pour moi, c'était pas ma vision. Et puis, il y avait une chose sur laquelle je m'appuyais fortement dans mon métier, c'était la relation que je pouvais avoir avec les gens que j'interviewais. Et je sais que j'avais quelque chose de plus fort que plein d'autres journalistes parce que je suis douée là-dedans, je le sais. Et la deuxième chose, c'est que je parlais anglais couramment. Et vraiment, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes c'est sûr. Dans mon milieu. Et moi, les deux astuces que j'ai trouvées, c'était de m'appuyer sur mes forces. C'était ça, les forces que j'arrivais à avoir. Alors oui, j'étais pas la meilleure sur certains aspects techniques, tout ça, mais je suis pas sûre que tous les journalistes aient besoin de ça. Il y a besoin aussi de diversité dans le journalisme, mais malheureusement, c'est le problème du journalisme en France, c'est qu'on formate tout le monde. Et c'est un vrai souci. Et moi, je me retrouvais pas là-dedans et je suis pas comme ça déjà de base. Et après, je vais être honnête, oui, c'est une des grosses raisons pour lesquelles je suis partie. J'ai pas trouvé d'autre solution que dire en fait, moi, je n'adhère pas à ça, je ne suis pas comme ça. Et il y a un moment, ça m'étouffe et je suis en train de devenir folle et aigrie et quelqu'un de pas sympa au travail et qui perd toute capacité de produire des idées, d'avoir un regard neuf sur les choses parce que j'y arrive plus dans ce modèle-là, ça ne me correspond pas. Et c'est pour ça que je te dis que les États-Unis ont changé ma vie parce que pour moi, le modèle américain, il a été très fortement imprégné en moi à 17 ans. Qui est quand même le modèle du positivisme, du champ des possibles avec tous ses travers. Hein. J'ai conscience de ça, mais moi, je suis comme ça, en tout cas, dans le travail. Et quand j'ai eu beaucoup de doutes après l'arrivée de ma fille, tout ça, je suis allée aux États-Unis pendant 2 semaines et j'ai revu ma famille, mes amis. J'ai plein de copines qui sont entrepreneuses, qui créent des boîtes tout le temps. Enfin, tu vois que j'ai un peu ton profil, du coup. Et c'était limpide une fois que j'avais discuté avec elles. Ben ouais, on peut prendre des risques. Tu vois, et c'est pour ça que ça a changé aussi ma vie parce que j'ai toujours besoin de leur vision à eux qui est beaucoup plus optimiste que notre vision à nous en France. Alors qu'on a tellement plus d'aide. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand tu as quitté France Télévisions, c'était l'une de mes questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont souvent à des moments un peu, tu vois, charnières de leur carrière et qui justement sont pas bien dans leur job et se disent est-ce que je me lance seule, est-ce que je change juste de boulot, c'est déjà pas facile, mais est-ce que en plus je change complètement de vie, ce qui a été ton cas puisque finalement tu t'es mis à ton compte et tu as vécu notamment de tes podcasts. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu nous expliques peut-être à peu près combien de temps ça t'a pris, tu vois, de prendre réellement cette décision. Et je sais pas si c'est possible, mais voilà, s'il y a eu un événement vraiment déclencheur qui a fait que en fait tu t'es dit non mais en fait je peux le faire. Et je dois le faire. Et d'ailleurs, je vais arrêter de dire que je dois le faire. Je vais le faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah si, il y en a eu plein. Il y a eu plein de petits événements déclencheurs. Je sais pas si ça arrive pour tout le monde du jour au lendemain, mais pour moi, c'est des décisions qu'on a au fond de nous qu'on n'écoute pas. C'est des sentiments, des ressentis, la petite voix intérieure. Je crois qu'on se coupe un peu tous trop de ça. Et donc, tout de suite, quand ça s'est très mal passé à mon retour de congé maternité, je me suis dit, non, là, ça va pas le faire, en fait. Je vais pas me taper des allers-retours Bordeaux-Paris, ne pas voir ma fille pour que ce soit l'enfer au travail, pour que je sois traitée... Je pense que aussi la maternité a exacerbé mon côté féministe, de dire,
on est des oufs les femmes, on crée la vie en fait, tu vois. C'est un truc de malade, c'est un privilège incroyable, tout le monde n'est pas obligé de le faire, c'est pas ça, mais on devrait être honoré pour ça. Et tous les jours, j'avais l'image de les femmes, sont pas honorées comme il faut, tu vois. En fait, donc ça a été un truc qui était en moi, un peu une rage, tu vois. Et donc, j'ai lu aussi beaucoup de livres, notamment un livre qui s'appelle Lean In, je pense que tu connais, de Sheryl Sandberg, que je trouve incroyable et qui m'a donné beaucoup de force et d'espoir. J'ai lu aussi le livre de Mathilde Lacombe juste après mon accouchement qui m'a fait du bien, parce que moi, déjà, c'est une Française et c'est une entrepreneuse, donc forcément, c'est plus facile de s'identifier. Et j'ai lu un autre livre qui s'appelle When to Jump. Donc, quand faire le grand saut. Quand faire le grand saut, qui est un livre. Je l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu en réflexion de changement de carrière qui m'ont dit qu'il était top. Bah oui, parce que tu peux piocher c'est que des histoires d'entrepreneurs qui ont fait le saut et comment ils se sont organisés. Alors, ce que je disais, eux, aux États-Unis, ils ont beaucoup moins d'aide que nous. Donc, pour eux, faire le grand saut, c'est vraiment, faut le réfléchir. Ah bah, nous, si on négocie une convention, une rupture conventionnelle, on a quand même un petit peu un matelas pour que ce soit rassurant de le faire. Et en fait, au fur et à mesure des mois, ça devenait clair et net que en septembre 2018, je ne ferais plus partie de France Télévisions. Je veux dire, dans ma tête, il y a un moment, c'était plus possible. Mais il fallait que je trouve la solution. Puis il y a eu des managers qui se sont mal comportés avec moi, qui ont créé le déclic. Il y a eu un podcast de Génération XX avec Sophie Trem, qui a une vie incroyable et qui m'a dit, OK, si elle a fait, moi aussi je peux le faire. En fait, j'ai besoin je crois que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me dire, OK, il y en a qui l'ont fait, moi aussi je peux le faire. C'est possible. Et puis il y a eu cette semaine aux États-Unis. Et puis, il y a en fait ce truc que j'aime l'aventure, j'aime le risque. Ça me fait pas vraiment peur. J'avais peur financièrement, hein, je vais pas mentir. Mais j'avais pas peur de l'impact sur ma vie. Je m'étais juste dit, OK, je ne sais pas ce que je veux faire. Ça, pour moi, c'était très important. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux plus. Et je pense qu'au début, il y a plein de gens qui veulent savoir exactement ce qu'il faut faire et avoir le plan tout défini. Alors que peut-être il suffit simplement de se dire, OK, qu'est-ce que je veux pas ? Bon, bah, c'est cette vie-là, je la veux pas. Bon, mais OK, super. Alors, on arrête et on va créer de l'espace pour en créer un nouveau. Et ça, je crois que c'est vraiment la mentalité aussi américaine, je pense, qui fait que je me disais, je sais qu'il y a des trucs bien qui vont arriver. Ça va être dur, hein, et je le mens pas. C'était très dur pendant quelques temps. C'était vraiment difficile. Mais du jour où je suis partie, le brouillard, il s'est levé de ma tête, en fait. Tu vois, quand je te disais que je manquais de créativité, je manquais d'idées, j'étais enfermée dans une chape de plomb qui ne me correspondait pas, qui n'était pas moi, avec beaucoup d'aigreur. Et d'un coup, quand j'ai dit je me casse, et je prends le pouvoir, en fait, hein, encore une fois, c'est ça, c'est ce truc-là de se dire je décide pour moi, je subis plus. Et je pense que c'est tout ce que les entrepreneurs aiment, et de créer ce truc-là, de se dire j'ai une liberté qui a des contraintes. Hein. Je sais très bien. C'est pas facile tous les jours, mais au moins tu sais que tu es libre de tes décisions, quoi. Tu te sens plus, et tu le fais pour toi. Comme tu dis, soumis. Et tu vois, il y a eu aussi une phrase qui m'est beaucoup restée, et je l'ai dit dans la presse, donc j'ai pas honte de le dire là, mais il y a un de mes responsables qui, un jour, j'ai demandé une augmentation qui m'était due, parce que j'avais un nouveau poste, et il m'a répondu rends-toi indispensable, on verra plus tard. Cette phrase, elle m'a vraiment marquée, et je suis persuadée qu'il l'a pas dite de manière si condescendante et mauvaise, c'était plutôt pour m'encourager. Mais moi, je me suis dit, écoute, je vais me rendre indispensable pour moi. Et moi, je verrai plus tard. Et l'argent, je vais le gagner pour moi, en fait. Je vais pas attendre que tu considères que je fais bien mon travail, parce que j'en ai marre de ça, en fait. Et par ailleurs, en tant que manager, je peux te dire, je suis désolée, il est certainement brillant et tout, mais c'est complètement con comme phrase, parce que personne n'est indispensable dans une boîte, et que le rôle d'un manager, c'est justement de faire en sorte que, tu vois, chacun, en fait, apporte, mais que l'entreprise aussi, elle ne s'effondre pas au départ de n'importe quel collaborateur. Donc... Bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne manière d'amener les choses. Non, mais ça m'a déclenché, si tu veux, c'est resté en moi, tu vois. Je me dis, OK, c'est comme un défi, tu vois. Je me dis, tu vas voir. Et on peut en parler, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mieux gagner ma vie que ce que je faisais à France Télévisions. Alors que c'était pas du tout parti pour. Hein. J'avais fait un trait là-dessus, c'était pas grave, c'était pas une question d'argent. Enfin, c'était pas une question d'égaler le salaire que j'avais, c'était pas ça. Et je tiens juste à préciser que même si je travaillais à la télé, je n'avais pas un salaire, je peux te dire, hein, mon salaire, je gagnais 3 100 € net par mois,
qui est un très beau salaire français. À Paris, pas forcément dans le top, évidemment. Mais c'est pas les millionnaires américains. Non, c'est pas les 20 000 euros que certains dans les chaînes privées peuvent prendre par mois. Vraiment, si j'avais un salaire d'une grille, c'est pas de problème là-dessus. J'ai pas honte de dire... Ça aussi, tu vois, je pense que c'est le truc américain. Je m'en fous complètement de dire mon salaire, c'est pas un problème. Mais juste pour que les gens s'imaginent pas que j'ai quitté un truc à 15 000 euros. Non, mais bon, par contre, t'as quand même eu le courage. T'as le courage de quitter le confort, une forme de confort, une forme de stabilité, et puis alors célébrité, je sais pas, parce que du coup tu l'as recréé toute seule, mais en tout cas t'aurais pu penser que, tu vois, tout ce que t'avais construit, c'était pas forcément quelque chose que t'allais réussir à réavoir derrière, quoi. Ah non, mais je suis pas partie en me disant ça, j'avais peur. Mais la peur, elle doit pas être... Pour moi, elle doit pas diriger tout. Elle doit être là, parce que c'est important, la peur. Même dans le mécanisme humain, la peur, c'est pour te dire, il y a un problème, réagis. Et je l'avais, cette peur, mais j'avais aussi beaucoup confiance en moi, en l'avenir, en fait, plutôt en l'avenir. Me dire, je fais pas ça pour rien, ça va marcher. Et la vie, c'est pas que de souffrir, je vais y arriver. Et tu vois, il y a aussi un truc que un de mes managers m'a dit aussi. Il m'a dit, mais vous, cette génération-là, vous cherchez que le plaisir. Et je me suis dit, oui, sûrement, mais est-ce que c'est grave dans une vie de chercher du plaisir? Et ça veut pas dire que je cherche pas de contraintes, ça veut juste dire que j'essaye de faire que ma vie elle soit agréable. Tu vois, je me disais pas que c'était bizarre en fait comme façon de réfléchir. Parce que tu fais dire. Bon, en tout cas, tu l'as trouvé. Et alors, donc, ce que je trouve intéressant en plus, c'est que tu dis que tu ne savais pas ce que tu voulais faire, mais quand même, assez rapidement, tu lances... donc maintenant, tu as 3 podcasts, si je me trompe pas. Donc, le Spotlight, la matrescence, et puis Imopod, c'est ça? Imhotep, ouais. Imhotep, excuse-moi, que j'ai pas encore écouté pour être honnête, mais ça ne saurait tarder, mais en fait, je voulais savoir, donc t'avais pas forcément d'idée en tête, combien de temps est-ce que t'as mis un petit peu à te dire, ok, voilà, là je prends le temps pour moi, comment est-ce que combien de temps t'as mis avant de effectivement te lancer le premier podcast, et est-ce que tu l'as fait plutôt en mode, j'ai juste envie de le faire par plaisir, justement, si on revient à ça, ou est-ce qu'il y avait, pas un agenda caché, mais par contre une vraie vision business derrière? Ah non, alors c'était ça qui était la beauté, c'est que moi j'ai fait des écoles de journalisme, je ne suis nulle en business, d'ailleurs j'aime bien écouter ton podcast pour ça parce que j'apprends plein de trucs, mais je me suis dit, j'ai voulu négocier une rupture conventionnelle pour me laisser ce choix d'avoir le chômage si besoin, que je n'ai pas déclenché parce que j'ai réussi à travailler autrement. Et du coup, ça me rassurait. Et je me suis dit, ce que je veux faire, c'est que je veux me former. Ça me manque. J'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin d'apprendre d'autres choses. Donc, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit dans le yoga, sur la parentalité. Enfin, il y a des trucs qui me plaisaient à ce moment-là, que j'avais envie de faire. J'ai aussi été à la CCI pour comment on monte une entreprise. Tu vois, j'ai voulu apprendre plein de choses. J'ai lu plein de livres sur le business. Je trouvais ça trop intéressant d'un coup parce que c'était pour moi, je le faisais pour moi. Ouais. Et donc, j'ai voulu faire ça, me former. Après, j'avais une vision pas très claire. C'était de me dire, il manque un lieu pour les femmes une fois qu'elles viennent d'avoir un bébé, ou pour les hommes. Il n'y a rien en France, aux États-Unis, il y en a partout. Donc, j'avais réfléchi à plein de trucs de business autour de ça. Mais c'est quand même pas ma vocation. J'ai pas ton profil, tu vois. J'ai pas fait ce qu'il faut comme étude, même si ça veut rien dire. Mais je sentais quand même c'est plus une âme de partager des contenus que créer pilier bloc à bloc une boîte. Ou en tout cas, pas tout de suite, tu vois. Je pense que j'étais pas prête à le faire tout de suite. Ouais. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu aussi, qui s'appelle La 25e heure, je crois que tu connais. Ouais, bien sûr. Et ça, tu vois, moi qui avais jamais étudié quoi que ce soit dans... Ouais, là, t'as découvert tout un monde. Ah bah oui, et je trouvais ça génial, je trouvais ça passionnant. Donc rien que ça me faisait du bien, parce que enfin, j'ai l'impression de me nourrir de nouvelles choses, d'acquérir des connaissances. C'est hyper important pour l'être humain, en fait, de se sentir toujours challengé. Et donc ça m'a fait du bien. C'était un peu la phase lune de miel, tu sais, d'une fois t'as quitté ton job, t'as cette liberté que t'avais plus. Je pouvais voir ma fille comme je voulais, donc c'était hyper agréable. Puis après il y a eu la réalité quand même, de me dire ok, c'est bien beau, mais je peux pas naviguer à vue comme ça. Il y a des journées où je fais rien, je m'ennuie, c'est pas agréable en fait. Donc j'avais quand même toujours ce projet en tête de monter un lieu. J'avais tout fait et tout, mais je voyais bien le boulot que ça impliquait et je n'étais pas sûre d'être prête de le faire. Et puis, en septembre, quand je quitte je me dis, le podcast, quand même, j'adore ça. Ça me dirait bien d'en faire un parce que sur les sportifs de haut niveau, j'ai un carnet d'adresses monstrueux. J'ai un très bon rapport avec les sportifs et personne ne l'a fait encore. Ça peut être sympa.
Donc, j'ai commencé à enregistrer, mais j'ai fait que des merdes d'enregistrement. Les erreurs débutants et tout. Donc, j'étais hyper frustrée parce que ça rendait pas bien au son. Donc, je l'ai pas sorti tout de suite. Et puis, il y avait une réalité que tu connais, c'est que quand tu veux enregistrer des podcasts, t'habites pas à Paris quand même. Et parce que moi, mon but, c'était d'aller chez les sportifs. Ça coûte de l'argent de faire un podcast. Déjà, à la base, tu dépenses de l'argent. J'avais aucun plan pour me dire je vais me rémunérer. Alors, si je suis tout à fait honnête, j'avais quand même dans le coin de ma tête de me dire que je connaissais l'industrie du business du podcast aux États-Unis. Je voyais bien qu'on avait 5-6 ans de retard et de me dire, bon, d'ici 1 an, je me donne 1 an, peut-être que je pourrais vivre du podcast, tu vois. Donc, je m'étais quand même un peu donné cette deadline. Et puis, quand j'ai lancé mon premier podcast, le Spotlight, c'était hyper gratifiant. Enfin, tu sais mieux que moi, mais c'est trop agréable quand même. Quand tu sors un truc que tu as fait de A à Z, et encore plus pour moi, journaliste. Parce que là, vraiment, voilà, j'étais tout, mon Red Chef, je faisais tous les posts. Oui, t'étais complètement libre de faire exactement ce que tu voulais, quoi. Parce que je t'imagine même pas en télé l'enfer que c'est d'avoir 50 chefs qui aiment pas comment tu dis ça, qui aiment pas ta voix, qui aiment pas machin. C'est plombant en fait, parce que t'as une idée de départ et ça finit, ça ressemble plus à ce que tu voulais, quoi. Alors que là, c'était moi, quoi. Ok, je fais des erreurs, mais c'est moi. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est cool, c'est facile de lancer un podcast. J'ai compris comment on fait, je comprends le montage, tout ça. Parce que mine de rien, l'école de journalisme m'a servi sur le montage, sur plein de choses. Et je me suis dit, vas-y, j'en lance un sur la matrescence, vu que ce sujet me passionne et que je sais que personne ne connaît ce mot en France. Donc ça va être une carte de visite pour moi. Et en fait, ça, par contre, quand je lance la matrescence, je n'ai aucune idée que 1 an et quelques mois plus tard, aujourd'hui, ça aurait cet impact-là et dans ma vie perso. Et sur la vie de femme professionnelle, puisqu'aujourd'hui, je vis de mon podcast, pour le moment, en tout cas, depuis quelques mois. Et mais ça, j'aurais jamais imaginé. Moi, j'étais partie sur le Spotlight. Et le Spotlight, c'est difficile à faire parce que les sportifs, il faut caler le calendrier, il faut caler plein de choses. Sûr. Et puis, je pense que tu as trouvé un sujet qui parle au cœur de beaucoup de femmes avec la matrescence. Enfin, tu vois, et beaucoup d'hommes. Je tiens à le dire parce que j'ai beaucoup drôle. De papas qui écoutent. Parce que justement, ils m'ont toujours suivi sur le rugby et que j'ai cette étiquette de OK, je suis cool parce que je parle de sport et de trucs de mecs, donc je peux leur parler de parentalité, c'est pas grave, ça passe mieux, tu vois. C'est bizarre, mais ça marche comme ça. C'est un bon point, justement, ça m'intéresse de parler un petit peu du statut d'indépendante et du fait que maintenant tu arrives à vivre de ce que tu crées, ce qui est quand même assez génial. Il y a un point que je trouve intéressant, c'est que quand on est créateur de contenu, l'une des difficultés, je trouve, c'est à la fois, tu vois, d'être concentré sur ton cœur de business, ta valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de tes contenus, justement, et en même temps, tu as quand même une sacrée gestion de l'opérationnel. Donc, un peu de comptabilité quand même, parfois un peu de juridique, le démarchage commercial aussi. Et puis souvent, en plus, on déteste se vendre quand on est créateur de contenu. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, tu vas me dire. Mais je voulais savoir, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a été peut-être le plus dur pour toi quand tu as commencé à créer ce travail d'indépendant et aussi peut-être quelles erreurs tu as commises que tu peux recommander aux auditeurs de ne pas faire. Alors j'avais juste un truc de chance, on va dire, c'est parce que j'étais en CDI, mais à côté de ça, j'avais créé une micro-entreprise parce que ça m'arrivait d'animer des soirées pour des entreprises, pour le sport, tout ça. Donc j'avais déjà eu cette expérience de créer une micro-entreprise où j'avais rien compris à comment fallait faire et comment ça marchait, je dis, parce que je gagnais quasiment pas d'argent dessus. Et donc quand je me suis lancée, j'avais au moins ce statut-là qui était créé. De la micro-entreprise. Parce que normalement, les journalistes, on ne doit pas être micro-entrepreneur, on doit être pigiste, mais aujourd'hui, je ne suis pas pigiste, je suis micro-entrepreneur. Et d'ailleurs, j'ai écouté ton dernier podcast pour passer... Dis entrepreneur, tu dois être... Tu as et l'ambition de dire que tu es entrepreneur. Mais du coup, j'ai écouté ton dernier podcast pour faire le switch, là. Il faut que je fasse le switch sur une entreprise, donc c'était parfait. L'épisode que tu as fait sur « Je veux passer le pas » du micro-entreprise à la structure. Et donc, j'avais quand même cette notion-là. Et après, non, j'avoue, je connaissais rien. J'ai dû créer le livre La 25e heure m'a donné énormément d'astuces pour m'organiser. Mais alors, énormément. Parce que je ne savais rien utiliser dans les outils Google. Non, mais j'étais une quiche, franchement, c'est honteux. Mais c'est là que je me suis rendu compte, ça m'a fait du bien de me mettre ce coup de pied aux fesses. Parce que c'est surtout, tu réalises qu'il y a quand même des secteurs entiers qui n'utilisent pas du tout des outils de productivité. Ah pas du tout. Ah non, en tant que journaliste, clairement, tu n'utilises pas ça. Et puis, tu es en CDI, donc tu gères pas toutes ces choses. Donc, rien de faire un tableau de comptabilité, j'étais là, oh, mais c'est quoi ça, moi qui déteste. J'ai fait un bac L, les maths, c'est pas mon truc. Et en fait, si, les maths, c'est mon truc quand ça me plaît et que ça a un rapport avec ce que je fais, quoi. Voilà. Et quand tu comprends, en fait, l'intérêt, quoi. Exactement. Et même le business, j'aurais jamais cru que ça m'intéresserait de voir tout ça, tous ces aspects-là, même si je suis sûrement nulle, mais c'est pas grave, ça m'intéresse, c'est le principal.
Et donc après j'ai fait des erreurs, mais pas tant que ça. Tant qu'on reste dans le micro-entrepreneuriat, c'est quand même très simple. Ouais, faut être honnête. Il n'y a pas trop de contraintes. Mais là, je vais basculer sur la structure. Donc, je vais être bien attentive à tous tes outils. On se fera un petit coup de fil. Tu t'organises comment pour tes journées, justement, si tu peux nous en parler un peu? Est-ce qu'il y a une journée type? Est-ce que tu essayes d'être un peu cadré? Finalement, tu restes super libre parce que c'est aussi ça qui fait que tu as voulu être indépendante. Comment tu gères un peu justement ton organisation pour à la fois gérer ta vie de maman, gérer ta vie de femme et puis ta vie d'entrepreneur maintenant? Alors c'est drôle parce que avant le confinement, j'avais pas l'impression d'avoir une organisation et le confinement m'a donné un rythme vachement plus cadré et que je maintiens toujours. Donc je t'en parlerai après, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais avant, en fait, c'était vraiment le système D et la débrouille parce que en gros, j'avais des clients pour d'autres trucs, pour le sport ou des animations de soirée qui faisaient que j'allais sur Paris et donc je calais toujours un rendez-vous d'interview de podcast à ce moment-là et je faisais des heures hyper longues pour pouvoir arriver à tout caser dans une journée. Je condensais vraiment tout quand j'étais à Paris parce que j'avais pas ma fille et que du coup j'ai du temps que j'ai pas quand j'ai ma fille avec moi. Donc je m'organisais parce que comme ça me payait mes billets de train, j'avais pas dépensé de l'argent pour travailler. Donc j'étais vraiment en mode j'essaye de tout faire caser à chaque fois que j'ai une opportunité et j'aimais bien, c'était vraiment cool, mais parce que je vivais pas du podcast aussi. Je voulais continuer à le faire, mais j'en vivais pas. Et puis depuis quelques mois, je peux commencer à me rémunérer avec, donc c'est un soulagement immense quand même parce que c'est beaucoup de travail. Et donc maintenant, depuis le confinement, je monte toujours mon podcast le mardi ou mercredi. Donc t'as carrément des journées de montage et tout, c'est oui, précis, parce que pour l'instant je fais tout toute seule de A à Z. Je n'ai rien délégué à personne, j'ai personne avec moi, je fais tout, vraiment tout. Et j'ai d'autres clients aussi pour le podcast, donc je produis aussi des podcasts pour d'autres gens. Donc il faut que j'arrive à tout caser là-dedans. Donc autant dire c'était un vrai challenge pendant le confinement parce que pour ceux qui ont des enfants, avoir un enfant à la maison et essayer de travailler, sachant que moi, il faut pas qu'elle fasse de bruit pendant que je parle au micro. C'est assez particulier. Mais ça m'a montré que j'étais capable, que je pouvais être hyper efficace sur certains trucs. J'avais pas la sensation d'être efficace avant le confinement. C'est bizarre, hein. Mais tu vois, cet outil qu'on utilise là tout de suite pour enregistrer m'a beaucoup aidé et m'a rassurée parce que comme je vis à Bordeaux, bien sûr. Parfois il faut que j'aille à Paris et en fait tu vois je vais avoir un deuxième bébé et je m'étais dit comment je vais faire pour enregistrer toutes les interviews parce qu'il faut que j'en enregistre avant, que je m'organise. Donc là tu vois depuis le confinement je me suis fait un planning de tous les gens que je veux interviewer, quand, comment les contacter, mais je t'avoue que j'aimerais bien avoir de l'aide parce que tu le sais, bien mais sûr. Les réseaux sociaux, faire vivre le podcast, faire les contenus, c'est très très prenant en fait, hein. Les gens ils ont l'impression que le podcast c'est génial mais c'est un taf à plein temps quand même. Même déjà si ça marche pas, c'est beaucoup de boulot parce qu'en fait il faut quand même créer le contenu, mais quand en plus ça marche, t'as aussi toute la gestion derrière des demandes entrantes et tout, donc on va pas se plaindre, mais je veux dire c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Est-ce que ça te va justement si on fait un petit aparté conseil podcast? Je m'étais dit que ça pourrait être sympa de comme t'as quand même lancé 3 podcasts, donc t'as quand même une certaine expertise en la matière et puis en plus comme tu fais tout, est-ce que tu pourrais, je vais pas te poser les questions traditionnelles de tes grandes, enfin les 3 astuces, les machins, mais peut-être plutôt sur concrètement, est-ce que tu peux me décrire toi, Clémentine Sarlat, quand tu prépares une interview ou quand tu sais que tu veux avoir telle ou telle personne, comment ça se passe? Un peu le b.a.-ba, tu vois, de quelqu'un qui veut se lancer. Ok, je te demande pas de me dire quel hébergeur et tout, mais en gros, comment tu choisis tes invités, comment tu les contactes, ensuite, comment tu prépares, comment t'interviews. Si tu peux nous faire un peu le déroulé, le déroulé en gros de quand, si jamais tu devais interviewer, je sais pas, une femme là la semaine prochaine, en gros, comment tu t'y prends? Alors, j'essaye de lire beaucoup de livres parce que j'aime vraiment interviewer les gens qui ont écrit des livres. Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver les questions, on a beaucoup plus d'éléments et de points d'appui. Donc ça... Après, comme j'ai quand même une formation de journaliste, c'était clairement la partie du travail la plus fun pour moi. Rédiger les questions et essayer de chercher les informations, j'adore ça. Donc, j'essaie de lire beaucoup de livres, ça prend beaucoup de temps.
évidemment. Et ensuite, je lis aussi beaucoup la presse pour me dire « Ah, ça m'intéresse comme idée, je vais aller chercher. » Un exemple tout bête, mais l'autre jour, je regardais sur Facebook une mini-vidéo sur un village qui avait été abandonné et d'un coup qui reprenait vie et grâce à une école Montessori. Et je me disais « Mais tiens, la directrice, ça m'intéresserait de l'interviewer, d'avoir redynamisé un village entier grâce à l'éducation. C'est quand même incroyable, tu vois, pour la matrescence. » Donc, ça vient comme ça. Après, maintenant, ça commence où on m'envoie des livres, où on me propose des gens. Mais ça, c'est très difficile parce qu'il faut faire beaucoup de tri. C'est pas hyper simple. Donc, c'est ce genre de préparation que je fais pour le podcast et je trouve qu'il est très importante de préparer. J'écoute parfois des podcasts américains où l'hôte d'entrée a dit « Bon, j'ai pas eu le temps de préparer, mais c'est pas grave. » Bah, moi, ça me met mal à l'aise, en fait, quelqu'un qui dit ça. Parce que je me dis, c'est pas respecter la personne que tu interviews en plus et tu te coupes de pouvoir apprendre des choses. Tu vois, je dis pas qu'il faut tout savoir, c'est impossible. Mais un minimum pour aller chercher des choses différentes comme toi tu fais, d'aller trouver d'autres angles, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs du podcast. Et après, maintenant que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, je fais des sondages aussi. J'essaye de demander ce qu'ils aiment ou n'aiment pas parce que c'est intéressant aussi. J'apprends des choses grâce à l'audience, ce qui n'était pas du tout le cas au départ parce que j'avais pas cette audience-là. Donc, je trouve que c'est enrichissant ça, l'échange que tu peux avoir avec les gens qui écoutent. Parce que c'était pas du tout mon cas à la télé. Les gens qui regardent, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, j'aime bien cet aspect-là de pouvoir aller chercher, trouver des informations grâce aux gens qui m'écoutent et qui m'aiguillent. Parce que ça m'arrive du coup. Bien sûr. Ok. Et donc, tu prépares ton interview, tu contactes la personne. Rassure-nous, Clémentine. Est-ce que même pour toi, parfois, c'est pas facile et que parfois, tu as des invités que tu rêves d'avoir ou juste que tu essaies de contacter et qui te répondent pas, ou t'en as qui te disent non, ou est-ce que non si. Après, j'ai de la chance, tu vois, par exemple, je connais bien les gens dans l'émission La Maison des Maternelles, ils ont beaucoup de contacts, donc ils me les filent. Mais j'ai des gens qui m'ont jamais répondu et des gens qui sont très connus que j'aimerais vraiment avoir. Mais je me dis, mais par contre, ça, d'avoir travaillé en télé, c'est pas juste quelque chose qui me bloque. Parce que je sais à quel point c'est difficile de contacter les sportifs, crois-moi. Ouais. Donc, j'ai toujours eu affaire à des gens qui ont un emploi du temps surbooké, qui sont difficiles à atteindre. Tu vois, j'ai quand même interviewé Nadal, Federer. Enfin, voilà. Ouais. C'est calé via des publicistes et ça n'a rien à voir dans la démarche. Hein. Mais je veux dire, je me vexe pas du tout. Je me dis pas, mince, je vais jamais y arriver. Et je pense que c'est un des trucs dans le podcast qu'il faut retenir. C'est qu'il faut persévérer, il faut réenclencher la demande encore et encore. Et même si c'est pas tout de suite, c'est dans 6 mois, votre podcast aura peut-être évolué, donc la personne, elle connaîtra un peu mieux peut-être. Faut pas se dire, elle a dit non là ou elle a pas répondu, j'abandonne. Pas du tout. Complètement. Mais c'est la même avec moi. Il y a des gens, ils essayent de me contacter souvent et j'oublie. Les gens qui persévèrent, souvent, ils arrivent à m'avoir. Donc ça, c'est le fait que je sois journaliste, ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Et niveau questions, tu disais que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup faire quand tu étais plus jeune, poser des questions, que tu avais toujours été d'un naturel curieux. Je pense que c'est un super atout, évidemment, quand on fait des interviews. Mais est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le monde du podcast et bon, qui n'ont pas ton expérience de journalisme, clairement, qui sont pas, enfin, je sais pas si on est doué ou pas doué, mais en tout cas qui n'ont pas forcément réfléchi vraiment à l'art de poser des questions. Et en fait, c'est pas si simple. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais peut-être quelques enseignements que tu pourrais nous donner pour les personnes qui envisageraient de se lancer. Eh ben ouais, mais tu vas rigoler, mais c'est plutôt le podcast qui m'a appris plein de choses sur la façon d'interviewer. Parce que finalement, on n'apprend pas trop ça en école de journalisme, mais je me suis formée, donc je te disais, à la parentalité, et je me suis formée sur des formations sur les émotions et comment on accueille une émotion. Et c'est hyper important quand tu interviews quelqu'un qui te dit quelque chose sur l'écoute attentive, sur rebondir, sur savoir sortir un peu du cadre de ton interview. Et mine de rien, ça paraît incroyable, mais c'est plutôt les ateliers à la parentalité qui m'ont fait comprendre comment on réagit face à quelqu'un qui dit des choses que moi j'interviewe aussi des gens qui ont des histoires un peu peut-être particulières des fois autour de la parentalité. Et il y a un livre et un podcast, si tu veux, je te donnerai pour que tu mettes dans les notes, que j'ai écouté, qui m'a beaucoup aidé, qui est en anglais. Mais donc, c'est un spécialiste américain, professeur, qui a écrit un livre qui s'appelle How to Talk to.
Donc, comment parler aux gens et qui ne s'adresse pas qu'aux journalistes du tout, qui s'adresse aux médecins, peu importe. Et comment le mécanisme de la communication marche. Parce que c'est vraiment de la communication au-delà du journalisme. Et sentir les gens et être intéressé par les gens. Il y a une part de naturel, je pense, de curiosité, comme tu dis. Mais il y a aussi une façon d'être avec les gens. Et d'être en empathie, d'être en connexion. Tu vois, lui, il raconte dans cette interview, et je trouve ça génial, il dit, il faut faire ce qu'on appelle small talk, de faire un petit peu, de discuter un peu avant, c'est normal. Faut pas rentrer du temps blanc. Pour moi, je le compare très souvent à, par exemple, quand à la drague. Tu sais, la drague, en fait, tu vas pas, quand tu vois quelqu'un qui te plaît dans la rue, lui sauter dessus et tu vois, et l'embrasser goulûment, juste comme ça. Non. D'abord, il y a une approche, on discute, on apprend à se connaître. Tu veux dire que t'essaies de me séduire, là? C'est ça, t'es dans la phase de séduction. Je suis dans la phase de séduction totale. Mais oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Moi, je garde toujours les questions qui peuvent être un peu difficiles ou qui sont compliquées pour le milieu ou la fin. Au début, c'est toujours des questions pour mettre à l'aise. Toujours. Et les gens, ils auront beau te dire oh là là, c'est toujours les mêmes questions au début. Mais ouais, mais c'est juste par respect pour la personne que tu interviews. Si tu veux pas les écouter, c'est pas grave. Mais moi, j'avais des chefs en télé qui disaient mais rentre-lui dedans tout de suite. Mais non, en fait. Ça, c'est pas possible, en fait. Même si tu veux être un peu acerbe, et dans le journalisme, il y a un versant du journalisme où t'es pas dans la complaisance, c'est difficile et j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, c'est vrai, c'est pas mon caractère. Mais quand même, si tu veux que la personne ne soit pas braquée d'entrée, faut quand même être un minimum sympathique. Et je pense que ça, c'était mon atout avec les sportifs, en tout cas. Tu vois, de tu pas les être mettais dans... à l'aise, ils avaient pas l'impression d'être qu'ils allaient passer à la casserole avec toi, quoi. Enfin, je veux dire, puis même il y a pas ce sens de concurrence où tu vois, les hommes, il y a aussi quand même beaucoup de ça dans la testostérone et dans le milieu du sport encore plus, mais il y a certains journalistes, ils sont durs et je comprends que les sportifs n'ont pas envie de se confier, tu vois. Ils sont tout de suite dans le conflit ou dans moi aussi je suis fort, tu vois. C'est pas ça. Enfin pour moi les relations humaines, c'est pas ça en plus. Ouais, c'est sûr. Se montrer vulnérable, c'est toujours plus intéressant. Et c'est pour ça que le podcast, c'est magnifique, parce que justement, tu n'as pas ça, tu vois. Et je pense que tu le ressens. Tu sors d'une interview, tu te sens bien. Tu as appris des choses. C'est ça le but. T'as appris. Puis tu t'es intéressé à une autre personne que toi, c'est pas mal de temps en temps. Mais au-delà de l'art de poser des questions... si ça te va, je voulais parler quelques instants aussi de sponsoring, puisque tu nous as dit que maintenant enfin sponsoring et d'ailleurs peut-être tes autres activités aussi que je connais pas de prod de podcast. Je trouve ça hyper intéressant parce que pareil, en fait, le monde du podcast aujourd'hui, c'est un peu un Eldorado où il y a beaucoup de personnes qui essayent de se lancer. C'est très à la mode comme média, etc. Mais bon, il y a une réalité économique qui est qu'il y a quand même peu de podcasteurs qui arrivent à vivre de leurs médias. Et donc toi, c'est le cas. Et donc pour ça, enfin franchement, c'est déjà un très beau succès. Je voulais savoir, notamment tout ce qui est sponsoring, etc. Si c'était quelque chose sur lequel tu passais beaucoup de temps, parce que je peux imaginer que c'est quelque chose qui est pas évident de trouver des sponsors, de les démarcher, de négocier avec eux, ou si finalement c'est quelque chose que tu avais externalisé, est-ce que c'est plutôt la partie prod finalement qui fait que tu arrives à en vivre, juste pour que, pareil, les personnes qui se posent la question, tu vois, se disent moi aussi j'ai envie de faire du sponsor. En gros, concrètement, comment t'as fait pour les premiers? Et est-ce que c'est ça qui fait que tu arrives à vivre du podcast aujourd'hui? Je pense qu'il faut partir avec la démarche que si tu fais du podcast, à la base, c'est pas pour en vivre. Je pense que si tu abordes ça de cette manière au départ et que tu le fais parce que c'est une passion, c'est un kiff et que tu veux aider les gens à apprendre des choses et en apprendre toi-même, déjà, je pense que tu pars dans une autre optique. Je pense que c'est comme pour toi. Moi, mon podcast, il a un peu plus d'1 an. Il m'a fallu 1 an pour vraiment que des sponsors s'y intéressent, en tout cas. Déjà, il n'y a rien que cet aspect-là. Ouais, il faut déjà attendre 1 an. Ouais. Et puis, tu connais aussi bien que moi, mais il y a beaucoup de gens dans le podcast qui sont très bienveillants et qui m'ont beaucoup aidée. Et je citerai d'abord Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself qui a été un des premiers qui m'a donné son téléphone, que j'ai pu appeler, discuter quand ça a commencé à bien marcher sans que j'ai la démarche de me dire je veux le sponsoriser. C'est juste que les audiences étaient bonnes. Et le fait d'avoir été épaulée par lui, par Grégory Pouy, qui a le podcast Vlan, qui sont quand même 2 mecs qui nous aident beaucoup. Je sais que tu vois ça aussi. Ça m'a donné beaucoup de clés pour comprendre, encore plus parce que je viens pas du monde du business.
Et moi, j'ai tout externalisé sur cette partie-là, parce que là, pour le coup, vraiment, ça me prendrait trop de temps. Et à la base, je n'avais pas prévu d'être sponsorisée ou en vivre, en tout cas pas de la matrescence au départ. Donc, c'est vraiment un monde à part pour moi. Et ça devient très gros, le podcast en France. Enfin, ça commence, donc il y a des gens qui sont intéressés et qui se spécialisent dans les régies publicitaires pour les podcasteurs. Donc ça, c'est super. Si on peut se rapprocher... Enfin, les gens, s'ils ont un podcast qui commence à marcher, s'ils peuvent se rapprocher de ça, je trouve que c'est bien. Après, faire la démarche toute seule, il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'assiste maintenant. Bien sûr. Parce que c'est trop compliqué et je peux pas tout faire. Et puis moi, c'est pas ma partie. Personnellement, c'est pas ce que j'aime. Par contre, ça m'est arrivé, je suis très claire là-dessus, de refuser certains sponsors. Alors que j'aurais pu gagner de l'argent, mais parce que ça correspond pas du tout à ma ligne éditoriale ou à ce que je veux faire passer comme message. C'est difficile, je trouve, de trouver l'équilibre là-dessus. Parce qu'évidemment, on a envie de vivre de ça et de gagner de l'argent, mais il faut pas se perdre. Je me souviens très bien quand tu as commencé à sponsoriser ton podcast, tu avais fait un sondage si les gens, ça avait dérangé ou pas sur ton compte Instagram. Ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, c'est chouette de demander à sa communauté, en fait. Et moi, je m'étais posé la question parce que tu vois, moi, pendant encore plus longtemps que toi, je pense pendant quasiment 2 ans, j'ai pas sponsorisé le podcast. Parce qu'en fait, j'avais un salaire à côté, du coup, je n'en avais pas besoin. Et puis, à un moment donné où, en fait, j'ai mis bout à bout tout ce que ça m'avait coûté quand même. Tu vois, je crois que j'ai dépensé 10 000 euros. Enfin, et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si jamais je le sponsorisais, ça allait m'aider à recruter des personnes pour m'assister et tout. Et donc, exactement. Je pourrais juste faire plus. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un investissement finalement sur l'avenir parce que je vais pouvoir me faire aider par quelqu'un. Là, tu vois, c'est le but pour la rentrée de septembre. Donc, c'est donnant-donnant. Ça veut dire que je fournis du travail à quelqu'un aussi. Et je trouve que moi, j'ai pris la démarche de ne pas demander à ma communauté, mais par contre, d'être très transparente et de dire ça me fait tant de travail par semaine, c'est beaucoup de boulot. Donc, j'ai aucune honte à dire que je fais sponsoriser mon podcast. Quand je travaille en télé, ça gêne personne qui ait de la pub et qu'on soit rémunéré par de la pub, tu vois. Parce que concrètement, c'est ça aussi, le modèle économique. Après, j'ai le luxe de pouvoir choisir de temps en temps. Hein. Je dis pas que je peux toujours choisir, mais au moins d'avoir la main là-dessus. Et ça, j'aime bien. De me dire que j'ai la main là-dessus. Les auditeurs là de l'épisode pourront nous dire quand il sortira ce qu'ils en pensent, mais moi en tout cas j'ai que des retours super positifs des sponsoring et je pense que si tu restes sincère dans la démarche, mais bien sûr, honnêtement il y a rien de honteux, enfin c'est tout à fait normal. Et moi au contraire j'avais été super j'avais trouvé ça super chouette d'avoir plein de retours de personnes qui me disaient mais attends c'est tout à fait normal, etc. Donc entre guillemets tout travail mérite salaire, tu vois. C'est clair, mais toi tu es dans une partie business qui est beaucoup plus ouverte et comment dire et ok avec ce genre de démarche. Mais moi ce que je voulais surtout c'est que c'est les informations que je donne aux parents, c'est des informations précieuses et elles sont gratuites. Tu vois ? Donc, je pense aussi ça touche les gens. Ils ont accès gratuitement à 1 heure de professionnels qui pourraient jamais écouter autrement et ils n'ont rien à payer. Donc, tu vois, c'est aussi donnant-donnant de ce côté-là. Bien pour sûr. Eux. Je veux pas que ce soit sur eux le modèle, mais sur moi. Donc, je dis pas que ça évoluera pas peut-être. Je sais pas comment le podcast va évoluer, hein, mais en tout cas, c'était important pour moi aussi dans cette démarche-là. Super clair. Écoute, si ça te va, comme le temps passe et que j'ai encore plein de questions pour toi, j'aimerais terminer par mon petit crible du gratin, qui sont les petites questions que je pose à la fin. Et notamment une question, on en a peut-être parlé, mais tu vas me dire, est-ce que tu as vécu un grand échec ou un moment vraiment particulièrement difficile dont tu pourrais nous parler et surtout les enseignements que tu en as tirés? Oui, je t'en ai pas parlé parce que... En fait, quand je pars de France Télévisions, je négocie quelque chose qui n'a jamais été respecté. Et je négocie de pouvoir continuer à travailler sur les grands événements avec France Télévisions, mais d'avoir ma liberté à côté pour faire ce que je veux professionnellement. Donc, c'était signé, c'était acté. Et puis, en gros, la rédaction de France Télévisions a refusé ça, a dit que c'était pas normal de me donner du travail alors que j'étais plus en CDI. Mes anciens collègues, sympa. Et donc, c'était prévu pour que j'ai quand même 40 piges par an sur 2 ans jusqu'aux Jeux de Tokyo, qui n'auront pas lieu cette année, mais bon, ça, je ne le savais pas à l'époque. Et donc, j'ai quand même pris un gros coup sur la tête en janvier-février 2019, où tous les plans que j'avais faits financièrement aussi tournaient un peu autour de ça, et d'un coup, je me retrouvais avec rien. Et ça a été très difficile cette période, et en même temps, c'est la période où j'ai créé les 2 podcasts.
parce que j'ai eu du temps d'un coup, parce que je me suis dit, OK, je vais pas passer mon temps à rien faire. Ouais, et puis t'avais du coup aussi, si je puis me permettre, je dis pas le feu aux fesses, mais tu vois, t'étais un peu obligée de trouver des solutions, quoi. Ouais, et pourtant, je me disais pas que le podcast allait me payer, mais je me disais, ça va m'occuper, ça va me faire du bien, et je vais sortir de ce truc où je broie du noir, là, où j'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Enfin, voilà, parce que je travaille aussi sur le Beansport, mais c'est que 10 week-ends dans l'année, donc ça me fait pas vivre toute l'année. Et bon, bref, ça a été très dur parce que c'était un petit peu, OK, bon, vraiment, je peux pas faire confiance aux gens dans ce milieu, donc maintenant, tant pis, j'arrête de compter là-dessus, c'est pour moi. Et donc, j'ai eu ça. Et peut-être 3 semaines après, je lui dis bouge-toi les fesses. Et j'ai contacté TF1 pour leur dire je veux travailler avec vous pour la Coupe du Monde en septembre. Et ils m'ont dit mais avec plaisir, on allait te contacter. Donc, et tu vois, c'est bête, hein, mais je suis passée d'un truc où waouh, j'ai pris une claque dans la gueule à c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir derrière. Donc, je sais que c'est très cliché de dire hein, les échecs amènent toujours quelque chose derrière, mais en fait, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est dur sur le coup, ça, c'est indéniable. Mais peut-être qu'il faut arriver à se dire que si ça arrive là maintenant, c'est qu'il y a une raison et que c'est pour le mieux. Beaucoup de sagesse, pas facile sur le coup, mais il faut essayer d'écouter cette petite voix qui nous dit ça de temps en temps, c'est clair. Est-ce que, Clémentine, s'il y avait dans ta vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs, quelque chose que tu pourrais refaire différemment, tu le ferais? Enfin, en bref, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu referais différemment dans ta carrière ou dans ta vie perso? Je sais pas si je le ferais différemment, mais j'aurais aimé avoir plus de force à mon retour de congé maternité et de dire c'est pas normal ce qui m'arrive, vous arrêtez tout de suite et on en discute. Au lieu d'avoir tellement subi, tellement pleuré, tellement été dans le dur, j'aurais voulu avoir les clés pour dire non, la discrimination en 2018, c'est pas possible en fait. Et j'ai pas réussi et aujourd'hui je sais très bien que les femmes, quand elles reviennent au congé maternité, sont souvent dans une position de faiblesse et c'est dû à tout un tas de choses biologiques d'ailleurs, déjà de base, sur le cerveau. Et donc, je sais pas si c'est un regret parce que je crois juste que c'était pas possible de toute façon. Mais le regret, c'est plutôt que la société, elle soit encore comme ça envers les femmes. Et du coup, j'ai pas grand-chose à voir là-dedans. Mais j'aurais aimé avoir la force de faire différemment. Mais bon, pas de regret au final, puisque ma vie maintenant, elle est mieux. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager? Peut-être un message sinon que tu voulais faire passer? Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure et je pense que c'est très important. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on sait forcément ce qu'on ne veut pas. Je pense que c'est toujours plus clair ce qu'on ne veut pas. Et il faut écouter ça, il faut le respecter. Et c'est très important parce que c'est ça qui va dessiner le futur et le reste. Donc, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire, plutôt, OK, là, ça va pas. Ou il y a quelque chose qui a envie de changer, qu'est-ce que c'est? Et de l'écouter. Ouais, avant d'ouvrir des portes, il faut déjà savoir enfermer un certain nombre. Ah ouais, et exactement. Souvent, Tu on le a dis un mieux peu que moi. tendance à juste chercher des portes partout. Mais en fait, faut déjà, voilà. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Faut fermer la porte derrière soi, c'est vrai. T'as raison. Pas du tout. Et la dernière question, même si tu m'as déjà énormément donné de matière et j'ai plein de livres là que je vais déjà devoir découvrir, je demande toujours à mes invités s'il y a un livre que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'a particulièrement marqué et pourquoi. Et évidemment, ça peut être donc des livres de, tu vois, business, développement personnel, ça peut être de la littérature, ça peut être, je sais pas, des biographies. C'est toi qui choisis. Et maintenant, c'est un livre dont je t'ai pas parlé et que j'ai lu en 2013 et je pense aussi qu'il avait déjà planté une petite graine, tu vois, qui s'appelle Do Cool Shit. Je le recommande à tout le monde. Malheureusement, il est que en anglais, il n'a pas été traduit. Alors attends, tu peux me répéter ça? C'est quoi? Do Cool Chic? Ouais, fais des trucs cool, fais des trucs. Ah ouais. Do Cool Shit, qui a été écrit par Mika Agrawal, qui est la première femme à avoir créé les culottes menstruelles il y a quasiment 10 ans. D'accord. Et qui est la marque Sinks. Donc aujourd'hui, c'est très à la mode, ces culottes menstruelles, mais ça faisait très longtemps que ça existait pour elle. Et cette nana, elle est incroyable. Et elle raconte dans son livre tout son cheminement. Elle a assisté à la chute du World Trade Center et son réveil n'a pas sonné ce jour-là. Tu sais pas pourquoi. Elle aurait dû mourir, en gros. Et elle n'a pas été au bureau. Et de là, depuis 2001, toute sa vie, c'est incroyable. C'est une entrepreneuse géniale. Et ce livre, c'est un bijou parce que c'est que de la bonne humeur, c'est que du tu peux le faire, tu vois. Et il n'est pas du tout connu en France. Ouais, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et il est super, super, super. Elle a été interviewée dans pas mal de podcasts, tu dois pouvoir la trouver. Et
Et non, mais cette nana, et elle a créé un des premiers restos à New York sans gluten, sans lactose, avec des trucs, une pizza locale. Enfin, et elle raconte toutes les étapes, toutes les conneries qu'elle a faites, toutes ces mésaventures, aventures. C'est génial à lire en fait. Tu t'ennuies pas. Et ça m'avait beaucoup marqué ce livre et je l'aime vraiment bien. Et j'aime beaucoup le conseiller quand quelqu'un est un peu à se demander où il en est dans sa vie, quoi. Bon, après, il faut pouvoir lire en anglais. D'accord. Bon, bah, génial. Écoute, je le mettrai dans les notes et je vais aussi certainement aller le feuilleter parce que j'aime toujours avoir des belles découvertes. Donc là, ça me fait bien plaisir. Écoute, Clémentine, vraiment merci d'avoir pris le temps et puis bravo pour tout ce que tu as accompli. Si jamais les quelques auditeurs du gratin qui ne te connaîtraient pas essaieraient de te trouver quelque part sur le monde merveilleux du web, où est-ce qu'il faudrait aller en priorité? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Clem Sarlat sur Instagram, c'est là où je réponds le plus. Mais j'avoue que je réponds le plus en fait la matrescence parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent, donc je suis un petit peu plus réceptive. Et j'ai mon site web qui sort là, clémentinesarlat.com. Donc allez-y parce que là vous pourrez m'envoyer des mails et ça sera peut-être plus facile. C'est clair. De communiquer. Clair. Et sinon, je voulais juste dire un truc. Ma meilleure amie, elle adore ton podcast, elle t'adore, elle s'appelle Chloé, donc je suis obligée juste de le dire parce que je pense qu'elle va être trop contente que je sois dans ton podcast. Eh ben, salut Chloé, c'est trop sympa. Merci à toi Clem. C'est trop cool. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas Clémentine Sarlat, allez écouter donc le Spotlight sur des interviews de sportifs assez impressionnants. Il y a quand même deux, trois personnes quand même assez ouf. Et aussi évidemment donc la matrescence sur notamment le fait d'être une maman et la vie de famille et donc je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci à toi Clem, c'était super sympa. Merci beaucoup. À bientôt.